Salut à tous, aujourd'hui on va se plonger dans un document assez exceptionnel, le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur TikTok. Pendant des mois, ils ont mené des auditions et le verdict est tombé. Et franchement, les conclusions sont plutôt alarmantes. Allez, on décortique ça ensemble, diapo par diapo. On va commencer par l'essentiel, par ce qui compte vraiment, le coût humain. Ce témoignage, il a été livré par une ado de 17 ans. C'était l'un des moments les plus poignants de toute l'enquête. Ça nous rappelle tout de suite que derrière la technologie, il y a une réalité humaine, parfois tragique, qui peut toucher n'importe qui. Et juste en face de ce drame, voilà la promesse officielle de la plateforme. Le contraste est saisissant. Comment un espace qui est censé apporter de la joie peut-il être le théâtre de telles souffrances? C'est exactement cette contradiction que le rapport a essayé de comprendre. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le rapport met en lumière toute une série de dangers, surtout pour les plus jeunes. Et attention, on ne parle pas juste de quelques cas isolés, mais bien d'un problème qui semble systémique. D'ailleurs, les chiffres le confirment de manière assez frappante. Ce chiffre, il vient d'une consultation publique et il est sans appel. Quasiment la moitié des gens qui ont répondu disent avoir été exposés à des contenus choquants. Donc ce n'est vraiment pas un phénomène à la marge, c'est une expérience partagée par des millions de personnes. Mais de quel contenu on parle, concrètement ? Eh bien, en voici un exemple brut. Cette capture d'écran, elle montre exactement le genre de contenu qui a été signalé. Cette phrase terrible « si ça saigne pas, ça compte pas », qui banalise complètement l'automutilation, eh bien, elle fait directement écho au témoignage tragique du début. Voilà ce qui peut défiler sur les écrans de milliers de jeunes. Et le point crucial ici, c'est que l'automutilation, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le rapport dresse un tableau bien plus large. On parle de cyberharcèlement quasi permanent, d'insultes sexistes, de radicalisation politique, de défis dangereux ou encore de ces spirales infernales de contenu pro-anorexie. Bref, le spectre des dangers est immense. La question qui vient tout de suite, c'est pourquoi ? Pourquoi ces contenus horribles prolifèrent-ils autant ? Pour essayer de répondre, la commission a vraiment disséqué la mécanique de TikTok, son algorithme, son modèle économique. Et ce qu'ils ont trouvé est, semble-t-il, au cœur du problème. Pour bien comprendre, il faut avoir ce concept en tête, l'effet terrier de lapin. Vous savez, c'est cette sensation de tomber dans un puits sans fond. On clique sur une vidéo juste par curiosité, et en quelques minutes, notre fil d'actualité est complètement saturé de contenus similaires, souvent de plus en plus extrêmes. On se retrouve enfermé dans une bulle sans vraiment s'en rendre compte. Et cet effet terrier de lapin, ce n'est pas un accident, hein. C'est le moteur même du modèle économique de la plateforme. En gros, ça marche en 4 étapes. Chaque micro-interaction est une donnée. Ces données permettent de construire un profil comportemental ultra précis qui sert à nous proposer le contenu qui va nous garder scotchés le plus longtemps possible. Parce que plus de temps d'écran, c'est tout simplement plus de revenus publicitaires. Cette citation, elle vient d'un expert entendu par la commission. Elle est brutale, mais elle résume parfaitement la situation. Ce que le rapport suggère, c'est que les dégâts psychologiques ne sont pas un bug du système, mais plutôt la conséquence logique d'un modèle qui est optimisé pour l'engagement à n'importe quel prix. Alors, face à un constat aussi accablant, comment a réagi TikTok ? Eh bien, la commission d'enquête décrit une confrontation pour le moins frustrante, un vrai dialogue de sourds. Pendant plus de 7 heures, les parlementaires ont essayé d'obtenir des réponses claires. En vain. Le rapport parle de langue de bois, de déni. Le fameux secret des affaires a été utilisé comme un bouclier pour ne jamais répondre aux questions qui fâchent, notamment sur le fonctionnement de l'algorithme ou l'efficacité de la modération. Et ça illustre la situation de manière flagrante. À gauche, c'est ce que la commission a trouvé en tapant des mots-clés liés au suicide, des vidéos explicites. Et c'est seulement après avoir été publiquement mise en cause que la plateforme a changé son système pour afficher ce qu'on voit à droite, une page d'aide. C'est une approche qui est toujours dans la réaction, jamais dans l'anticipation. Bon, face à ce qui est perçu comme de l'inaction de la part des plateformes, la pression se déplace logiquement vers les législateurs. Une vraie bataille réglementaire est en cours et ça se joue principalement au niveau européen. Voilà quelques dates importantes. On voit bien que l'Union européenne est vraiment au centre de l'action, avec son texte phare, le DSA. Il y a des avancées, comme l'enquête sur TikTok Lite, mais il y a aussi des blocages, comme la loi française sur la majorité numérique qui a du mal à s'appliquer. C'est un processus qui est long et complexe. Le DSA, c'est vraiment l'outil central de tout l'arsenal européen. Le but, c'est de mettre fin à l'ère de l'autorégulation, où les plateformes faisaient un peu leur propre loi. Maintenant, elles sont obligées d'ouvrir leur boîte noire, d'être transparentes sur leurs algorithmes et de prouver qu'elles luttent activement contre les dangers. Le grand enjeu maintenant, c'est de le faire appliquer. Et de le faire appliquer vite et fermement. Alors, que faire ? Le rapport ne se contente pas de critiquer, heureusement, il propose des pistes.
et certaines sont même assez audacieuses. On ne parle pas de petits ajustements, mais bien d'un appel à changer complètement de paradigme. La stratégie proposée est assez claire. D'abord, on utilise les outils qu'on a, comme le DSA, et on les renforce. Ensuite, on agit au niveau national. Plus d'éducation aux médias, plus de soutien psychologique. Et enfin, on ose penser plus loin, repenser les fondements mêmes de notre espace numérique. Et là, on arrive à une des idées les plus révolutionnaires du rapport, le pluralisme algorithmique. Imaginez un peu. Et si, au lieu de subir l'algorithme secret de la plateforme, on pouvait choisir celui qui nous correspond le mieux? Par exemple, un algorithme proposé par un média d'information ou par une ONG de protection de l'enfance. L'idée, c'est de reprendre le contrôle, de ne plus être le produit, mais de redevenir le pilote. Une autre recommandation forte qui fait pas mal débat, fixer une majorité numérique européenne à 15 ans. Le raisonnement derrière, il s'appuie sur les neurosciences. Celles-ci montrent que le cerveau des ados, et surtout leur capacité à contrôler leurs impulsions, n'est tout simplement pas assez mature pour résister à des designs conçus pour être addictifs. Au final, toute cette analyse nous laisse avec une question assez vertigineuse. Le rapport a posé un diagnostic très sévère et il a ouvert des pistes ambitieuses. Mais le défi reste entier. Comment trouver le juste équilibre entre la liberté, la protection et l'innovation? C'est une question qui va définir notre avenir numérique à tous. Merci d'avoir suivi cette analyse.